Trouver de la rentabilité dans un secteur tendu avec Benoît. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis toute contente parce que c'est le deuxième interview d'une personne qui a passé par notre club. Donc c'est Benoît. Je l'ai rencontré, je crois, donc par téléphone, il me semble. Alors, oh là là, il va m'aider à me resituer un petit peu les timings. J'aurais peut-être dit septembre 2024, mais je ne sais plus. Il faudrait voir quand est-ce qu'il avait intégré le club. Peut-être 2023, pardon, je sais plus. Je vais lui poser la question. Et il est là, il va nous parler parce que, en fait, son profil est particulièrement intéressant parce qu'il habite près de Marseille et je considère que le sud de la France est l'un des secteurs les plus tendus pour trouver de la rentabilité. Et il a réussi à relever le défi. Donc je me suis dit, Benoît, il faut absolument qu'il témoigne et qu'il nous partage son histoire, sachant que je vous préviens tout de suite, toutes les personnes qui se plaignent de ne pas trouver de la rentabilité en France, par expérience, le plus galère, c'est le sud de la France. Voilà. Donc, salut Benoît, comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien. Bah, je Je suis suis ravie. enchanté également. Voilà, je suis enchantée de t'avoir ici parce que bah voilà, on s'est bien vu, on a bien bossé ensemble pour que tu avances et enfin surtout toi, hein, le mérite il est à toi. Donc quand est-ce que tu avais intégré le club juste pour qu'on se rende compte du timing que tu avais commencé J'ai intégré le club au 1er février 2024. Donc, c'était rencontré fin 2023. On avait échangé par téléphone en appel découverte en janvier 2024. Ah oui, c'est ça, oui, Et, donc c'était ça. euh, et j'avais intégré le club tout de suite après parce que je voulais pas laisser de temps à la réflexion et passer à l'action. Et du Trop coup, j'ai bien. intégré le club 2 semaines après, le 1er février. Ah ouais, ouais, non, mais je me rappelle. Trop bien, trop, trop bien. Mais je me disais, je savais que tu étais sur l'année 2024, mais j'avais plus le mois exact. Oui, Ah oui, donc t'as été hyper efficace en fait. oui. Ouais, ouais, parce qu'il y en a qui ont traîné plus longtemps, tu vois, pour trouver des biens. Donc là, t'as été au top. Alors, donc pour donner un petit peu de contexte déjà pour les gens, j'aimerais juste que tu te présentes en quelques minutes, bah, d'où tu viens, qui tu es, ton métier, pour que voilà, que les gens ils se disent, attends, c'est pas quelqu'un qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche et puis qui a fait, enfin voilà, comme les gens ils se trouvent toujours des Ouais. excuses. J'ai pas envie qu'ils se trouvent des excuses, du coup, dis qui tu es pour qu'ils voient que t'es quelqu'un de normal. Ok, alors du coup, moi je m'appelle Benoît, j'ai 32 ans, je suis chef de projet dans la finance, dans un grand groupe. J'ai travaillé en région parisienne et je me suis installé dans le sud il y a à peu près 3 ans maintenant. Moi, l'investissement, du coup, mon premier investissement est l'année dernière, donc à 32 ans. Et j'ai jamais investi avant, que ce soit dans l'immobilier ou autre. Et je ne suis pas issu de famille d'investisseurs. Donc mes deux parents sont ouvriers. Ils ont jamais investi pour du locatif. Mes parents ont juste acheté leur résidence principale il y a très longtemps. Et c'était pas dans mon éducation, dans ma culture d'investir pour louer, etc. Que ça soit dans l'immobilier ou autre, nous on était plutôt dans une culture de sécurité financière, donc épargner, faire attention. Donc ça a été on va dire un grand pas. Ça a été assez compliqué pour moi au début de franchir le pas. De nature, de par mon éducation, de nature très sécuritaire en termes financiers, la prise de risque est pas évidente. Donc voilà, c'était un pas assez compliqué à faire et intégrer le club, c'est aussi ce qui m'a permis de me conforter et d'avancer plus vite et plus sereinement. Parce que avant que tu nous connaisses, genre, donc tu avais 30 ans à l'époque ou 31, je sais pas, Oui, par rapport à ta date c'est ça. d'anniversaire, que- euh, pourquoi tu t'es intéressé d'un coup à l'immobilier? T'as eu la crise de la trentaine en mode j'ai rien fait, j'ai rien acheté? Enfin, comment t'es venu à l'immobilier? Non, en fait, je me suis pas intéressé d'un coup. C'est pas ni sur un coup de tête. C'est à partir de mes 25 ans, 27 ans, je me suis dit, dans ma vie, il faudra un moment que j'investisse dans un achat immobilier. Parce que malgré que dans ma famille, on n'est pas dans l'investissement immobilier, on m'a toujours dit que au moins acheter sa maison, c'est, comme beaucoup de Français le pensent, la pierre, c'est quelque chose de stable, c'est un patrimoine, etc. Donc je me suis dit, c'était un passage, comme on a des passages dans la vie, de rencontrer quelqu'un, d'avoir un enfant, etc. Bah, moi, avoir une maison, pas forcément pour louer, mais pour moi, avoir un bien immobilier à moi, c'était un passage.
Et du coup, c'est quelque chose que j'avais commencé à réfléchir à 27 ans, 28 ans, 29 ans, mais j'étais en région parisienne et je faisais beaucoup d'autres choses. J'étais pas formé dans l'immobilier, donc j'ai commencé à regarder, à visiter, etc. Et après, fait que le Covid est arrivé, que j'ai changé de projet, j'ai décidé de venir m'installer dans le sud. Et donc, je suis venu m'installer dans le sud. Et c'est à cette période-là que je me suis dit, je vais acheter. Et donc, j'ai recherché pendant à peu près 1 an et demi pour ma résidence principale. Mais je te donne une période où les taux ont évolué. J'ai commencé à chercher. Les taux des banques étaient à 0,9%. Et 1 an après, on était rendu à 2,5-3%. Du coup, ma capacité avait baissé. Je pouvais plus avoir un T3 comme je le voulais, mais c'était plutôt un T2. Donc du coup, ça a un peu tout bouleversé. Je me suis dit, bon, bah là, je vais faire une pause. Je vais louer un appartement et je vais réfléchir à ce que je vais faire. Et là, j'ai commencé à écouter des podcasts. J'ai commencé à écouter les investisseurs sereins. Ça m'a mis un peu le puce à l'oreille à me dire, mais finalement, peut-être qu'en premier achat, il n'y a pas que sa résidence principale. On peut aussi acheter pour le louer en investissement locatif, même si on est locataire de sa résidence principale. Et donc, j'ai commencé à continuer, à rechercher, et après, j'ai intégré le club. Donc, c'est pas quelque chose qui, l'achat est pas quelque chose qui est venu d'un coup. Ouais, C'était quelque chose que j'avais en moi. Mais ce qui est venu assez rapidement, c'est ne pas acheter sa résidence principale en premier, mais acheter un investissement locatif. trop bien. Donc là, tu t'ouvres l'esprit, tu dis, OK, faut voir que je fasse quelque chose et je suis pas obligée de me bloquer avec cette résidence principale que t'arrivais, entre guillemets, t'arrivais pas à accoucher de ta résidence principale, tu sentais que tu bloquais, ça te plaisait peut-être pas, voilà. Et donc, tu t'es dit ça. C'est ça. Et est-ce que tu as commencé à essayer tout seul déjà dans un premier temps, à essayer d'investir ou comment t'as fait? Enfin, t'as- Oui. tu t'es pas dit, tiens, direct, je vais Alors, me en faire fait, accompagner parce que je sais que, juste pour info, se faire accompagner, c'est une démarche que moi, je sais qu'il y a quelques années, jamais ça me serait venu à l'idée. Enfin, comment t'as cheminé par rapport à ça? alors, la question est très pertinente parce que c'est vrai que Euh, si tu m'avais posé la question quand j'ai commencé mes recherches, je me serais pas posé la question de me faire accompagner pour ça. Après, moi, ça m'est venu, je pense, il y a plusieurs choses. La première, c'est la difficulté du terrain. C'est que quand j'ai commencé à chercher, j'ai fait beaucoup de visites d'appartements pour ma résidence principale. Ça me plaisait pas. Les prix étaient chers. Après, j'étais pas sûr du quartier. Après, j'étais pas sûr de l'appartement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont fait que après une vingtaine de visites et 6 mois passés, les taux ont pris 2%. Ça a changé ma stratégie et je savais plus quoi faire. Et en écoutant des podcasts, c'est vrai que je me suis dit, en fait, il y a plein de choses que je connais pas. Il y a plein de pièges dans lesquels je peux tomber. Je tomberai sûrement, mais il y en a certains que je peux éviter. Et il y a quand même pas mal de personnes qui sont bons dans le domaine. Et pourquoi pas peut-être se faire accompagner par des personnes qui sont bons et m'éviter de tomber dans les pièges. Et ça m'est venu, ça me revient. L'accompagnement m'est venu aussi parce que à la suite de ma recherche de ma résidence principale, j'ai eu mon banquier qui m'a dit, bah, peut-être que pour essayer de réduire tes impôts, on pourrait trouver des astuces. Et il m'a renvoyé vers un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine issu de l'organisme bancaire, qui m'a proposé un Pinel. Et c'était un Pinel dans dans ma ville d'origine. Et je sais que c'est une ville qui est propice à l'investissement, mais c'était un Pinel. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup hésité. Jusqu'au moment où le conseiller était un peu trop pressant. Et moi, je suis de nature, quand on me presse et que je suis pas sûr de moi, je préfère dire non et temporiser que de foncer regretter. Du coup, j'ai dit non. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, ça, par exemple, j'aurais été accompagné. Quelqu'un m'aurait aidé à me donner la réponse si c'était valable ou pas. Alors que moi, j'ai mis 2 semaines à réfléchir la nuit, à réfléchir le matin, à me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et en fait, c'est ça. Je me suis dit, bah, peut-être que finalement, être accompagné, ça me permettrait de gagner du temps sur des questions que je me pose où j'aurai la réponse, mais où je vais passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à trouver cette réponse. Alors qu'il y a peut-être des gens, ils ont la réponse en 2 minutes et ça me fait économiser beaucoup de temps. Et là, je me suis dit, bah, je vais essayer de trouver des personnes qui peuvent m'aider et me donner des réponses à mes questions. Trop bien, trop bien. Non, mais c'est génial, hein. C'est génial. Et du coup, tu t'es dit, bon, bah, c'est parti, je prends un appel avec Dorine. Et tu t'es dit, t'as réfléchi. Et puis tu t'es dit, c'est parti, on démarre. C'est ça, parce que
Alors, pour être transparent, j'ai pris des appels avec plusieurs personnes qui proposent des clubs. Après, toi, tu as été tout de suite hyper solaire, hyper communicative, et surtout, j'ai eu l'impression en premier abord, la différence de toi par rapport aux autres était l'écoute et le fait que l'accompagnement était vraiment de proximité. Et c'est ça que je recherchais parce que au moment où on a fait l'appel ensemble, moi, j'avais déjà écouté peut-être 50, 100 podcasts sur l'immobilier. Tous les jours, j'en écoutais. Et du coup, il y a pas mal de choses, tout ce qui était un petit peu, tout ce qui était formation théorique, des petites astuces, ça, je les connaissais. Moi, ce que je recherchais, c'était un peu l'expérience terrain, le conseil, etc. Et quand on a eu l'appel ensemble, j'ai senti que tu étais à l'écoute, que je me suis senti en confiance. Et après, je me suis dit, bah, il y a un moment dans la vie, là, au moment où on s'appelle, ça fait 2 ans que j'ai fait des recherches pour ma résidence principale, pour un Pinel, etc. Si je continue comme ça, à 40 ans, je vais être encore dans mes recherches. Donc, il y a un moment, il faut y aller. Et après, ce que beaucoup de personnes disent aussi, c'est que le fait d'intégrer un club, un groupe, de payer pour intégrer, ça permet aussi de s'engager et de pas se dire procrastiner, de dire ah bah du coup je le ferai plus tard et finalement abandonner. Et Ouais. je me suis dit bah c'est ça, je vais intégrer le club, comme ça je serai au milieu de tout le monde qui avance et j'aurai pas le choix d'avancer. Et au moins c'est comme me pousser un petit peu hors de ma zone de confort, mais je savais que c'était pour le bien, quoi. Ouais, mais t'as trop raison. Moi, je suis pareil. Quand t'as payé pour un truc, tu te dis, bah maintenant, je suis obligée de le faire, quoi. C'est ça. Il y a le fait de payer et il y a le fait d'être entouré de plein de gens qui avancent et de se dire, mais enfin, je peux pas être le seul derrière à pas avancer ou abandonner alors que tout le monde avance et que je me suis rendu compte après dans le club qu'il y a des personnes qui, des fois, rencontrent des galères qui sont bien plus importantes que les nôtres. Et finalement, on se focalise à se dire, ah, mais moi, c'est compliqué, etc. Et quand on regarde les autres, on se dit, bon, il y en a, ils traversent des choses plus compliquées, ils avancent, donc moi, je peux pas, avec mon petit problème, abandonner. Et en fait, ça permet l'effet de groupe aussi d'avancer plus vite et plus sereinement. Trop bien. Et en plus, c'est rigolo parce que toi, t'as toujours été quand même hyper assidu, quoi. Parce que je sais qu'il y a des membres, des fois, tu vois, tu sais, qui viennent pas à toutes les séances. Toi, c'était carré, quoi. Je savais, je te voyais Ouais, tous les lundis. C'était ta ouais. discipline, quoi. Tu t'étais fixé ça dans ta discipline? Enfin, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue par rapport Non, à ça. je ne suis pas fixé d'objectif. Après, je suis de nature comme ça. C'est-à-dire que quand je me lance dans quelque chose, j'y vais à fond. Dans tout ce que je fais, je le fais à fond et j'essaie d'en tirer le maximum. C'est-à-dire que je m'inscris dans un club et je peux pas me dire, bah, je viens une fois sur quatre quand j'en ai envie ou je me trouve des excuses pour pas y aller. Il y a des fois, j'étais fatigué, des fois, j'avais pas envie. Il y a des fois, je devais affronter Cyril et je savais que ce que j'allais lui dire, c'est pas lui plaire. Mais, mais il y a un moment où je me suis dit, bah, on peut pas se cacher tout le temps, il faut y aller. Donc, en fait, je me posais pas la question à me dire, bah, est-ce que j'y vais ce soir ou pas? C'est non, ce soir, le lundi, il y a coaching, le lundi, j'y vais, quoi. Je me pose pas la question. Et ça, Ok. c'est ma nature. Je vis à fond ce que je vis. Je fais pas 50 choses en même temps, mais quand je fais une chose, j'essaie de mettre un peu toutes les chances de mon côté pour y arriver. Trop bien, trop bien. Et donc, parlons maintenant un petit peu de ta situation exactement. C'est que tu habitais près de Marseille. Et donc, la galère, comment toi, tu as vécu ce secteur en fait? Comment toi, quand tu as commencé les recherches en mode, tu t'es dit quoi? Tu voulais à minima de l'autofinancement avec un peu de cash flow positif. Je crois que t'étais pas hyper gourmand sur ton cash flow, non, au départ. Non, non, j'étais pas. En fait, pour répondre à ta première question, comment je l'ai vécu mal. Pour une chose, c'est que, en fait, j'étais en région parisienne et un de mes projets personnels, c'était de venir vivre au soleil et en même temps de quitter la région parisienne où les budgets, les loyers et les achats, les prix au mètre carré sont très élevés pour en faire une pierre de coups, c'est-à-dire je viens vivre au soleil et en même temps, je réalise mon projet que ça fait 3 ans que j'attends d'acheter. Et quand je suis arrivé dans le sud et que j'ai vu les prix, bah en fait, c'était les mêmes prix que la région parisienne où j'étais. Et donc déjà, j'étais un peu déçu par rapport à ça et je me suis rendu compte que les prix sont très chers, sont très élevés.
que les biens sont assez disparates. C'est-à-dire que dans le sud, il y a beaucoup de villes où il y a très peu d'appartements. C'est beaucoup des maisons. C'est des grandes maisons. Donc, c'est souvent des maisons où le prix d'entrée est à 400, 500 000 euros avec beaucoup de travaux. Et je me suis rendu compte que, bah, en plus d'avoir des prix élevés, à la différence de la région parisienne où j'étais, c'est qu'il y a très peu d'offres et que, il y a beaucoup de demandeurs et que, en plus, les demandeurs, ils ont des profils assez solides parce que c'est souvent des ex-parisiens qui ont vendu des biens, qui achètent soit cash, soit qui ont des bons dossiers. Donc, en plus, j'ai été confronté à ça où, même en faisant des offres au prix, on était cinq à avoir fait l'offre au prix et que mon dossier passait pas alors que j'étais confiant de mon dossier, mais pourtant il y avait des dossiers plus importants. Donc la première chose, j'ai été confronté à tout ça, c'est la hausse des prix, mais c'est aussi la demande. Surtout que moi je suis arrivé après le Covid et après le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont venus s'installer dans le sud, qui sont venus acheter dans le sud avec le télétravail. Et donc, il y a énormément de demandes d'achat dans le sud par rapport aux années avant Covid. Donc, c'était un peu l'Eldorado du sud et j'étais en plein dans la vague. Donc, ça a été ma grosse difficulté. Et par rapport à ce que moi, je souhaitais sur ta deuxième question, moi, ce que je souhaitais, c'était à minima être à zéro. Pas forcément avoir de cash flow positif. Alors, un cash flow positif, l'idéal, je m'étais fixé 100, 200 euros de cash flow positif parce que je savais que si je demandais beaucoup plus, ça allait demander aussi plus de risques automatiquement. Et j'avais, pour mon projet, en fait, j'avais envie de dormir sereinement et je préférais avoir un cash flow un peu moindre et être serein dans ce que je fais. Mais le cash flow positif était pas forcément nécessaire, mais il était un peu important. À minima, cash flow à zéro. Et je voulais éviter le cash flow négatif que l'effort d'épargne qu'on m'avait proposé pour le Pinel. Voilà, je Oui, voulais éviter ça. Et je me suis dit, au moins, cash flow à zéro, que ça me prend pas de ressources tous les mois. Mais si je peux faire cash flow positif, c'est pas mal. Mais voilà, c'est pas ce que je recherchais absolument. ok, ok. Donc, comment ça s'est passé tes recherches? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on s'est vu pendant des mois et des mois en coaching sur la recherche. Oui. Raconte-nous un petit peu, t'as hésité, enfin, comment t'as réussi au final à trouver de la rentabilité? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent, non mais moi j'ai jamais trouvé, il y a rien près de Marseille, c'est galère. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire et comment tu as réussi à trouver en fait au final? Alors, quand on regarde en première vue, on trouve pas de rentabilité parce qu'il y a rien. Comme tu l'as dit, les marchés sont tendus, les prix sont élevés. Le ratio aussi dans les villes, le ratio prix d'achat-loyer est pas forcément bénéfique parce que les loyers peuvent paraître chers, mais au vu des prix d'achat, les loyers restent relativement bas par rapport aux prix d'achat, donc c'est compliqué de trouver de la rentabilité. Donc à première vue, il n'y a pas de rentabilité, donc il faut vraiment la trouver petit à petit. Et on s'est vu très très longtemps parce que j'ai passé peut-être 5 mois dans le premier sas de recherche. Après, je suis sorti parce que j'allais acheter. Finalement, j'ai pas acheté, je suis revenu. J'ai fait ça 2 fois. Ouais, t'as fait deux Et en fait, allers-retours. j'ai fait 2 allers-retours. J'étais le vétéran du premier sas par un moment. Ouais, Mais en fait, j'ai été longtemps pour deux choses. C'est que la première, le marché est compliqué. Et que la deuxième, euh, je voulais être sûr dans là où j'allais et je préférais passer beaucoup plus de temps à bien définir l'endroit où je voulais aller, bien définir mon secteur, bien définir ce que je recherchais, ce que j'allais acheter, que de me lancer vite et peut-être regretter après. Donc j'ai passé beaucoup de temps. Et ce qui était une des choses les plus compliquées, c'est de faire corréler le projet théorique avec la pratique. Que quand je suis entré dans le club, Cyril, on a eu un échange pendant 2 ou 3 heures où il nous accompagne pour définir notre stratégie, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on ne souhaite pas par rapport au secteur, quelles sont les possibilités, les stratégies qu'on peut définir, quel type de location, quel type d'achat, le budget, etc. Et on avait défini de manière très carrée tout ça, j'étais en phase avec ça. Et lors de la visite sur le terrain, d'où l'importance d'aller visiter assez rapidement, parce que sinon on perd beaucoup de temps à définir une stratégie qui finalement n'est peut-être pas cohérent avec le lieu, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de choses qu'il fallait que je bouge un peu.
parce que mon projet initial, c'était d'acheter une maison pour la diviser en appartements, studio ou T2, avec un budget 350 000 euros maximum, travaux compris. Et je me suis aperçu que les maisons dans le sud, elles sont à minima à 250-300 000 euros avec au moins 100 ou 150 000 euros de travaux. Qu'il y a des complexités au niveau des PLU pour les transformer les habitations au niveau des mairies, qu'il y a les architectes bâtiments de France qui fait que ça rajoute des travaux. Il y a tout un tas de choses qui font et il y a beaucoup de demandes et que les personnes qui recherchent des maisons ont des profils avec des revenus bien plus importants, des dossiers bien plus solides, et ils sont un peu plus à l'aise. Et donc, je me suis aperçu en naviguant un peu sur le terrain que ça allait être plus compliqué ou il y avait des endroits ou des quartiers, ça pouvait rentrer dans mon projet, dans ma stratégie, mais le quartier fait que ça s'écartait de là où je voulais acheter en termes de localisation. Et donc, il y avait une incohérence. J'arrivais pas à trouver une cohérence à 100%. Et donc, ce qui fait que au fur et à mesure des semaines ou des mois où on a été en coaching, où j'ai fait des recherches, bah, j'ai affiné, j'ai un petit peu modifié, j'ai réorienté. Et ce qui fait que finalement, je suis parti sur un projet qui était un plan B ou un plan C, mais qui, au fur et à mesure du temps, s'est avéré plutôt mon plan A parce que j'ai défini que c'était la stratégie la plus optimale et la plus propice par rapport au lieu où j'habitais. Et donc, c'était quoi Parce qu'il cette y a une stratégie? chose, et la stratégie, du coup, j'ai abandonné l'achat des maisons et Ouais. je suis parti sur l'achat d'un appartement pour le mettre en colocation. Donc pour moi, la colocation, euh, ça a été un vecteur de deux choses. La première, c'est ça permet de booster un petit peu sa rentabilité sur des achats où le prix d'entrée est pas aussi haut que des maisons. Et deux, c'est moi, j'ai trouvé que c'était très jouissif à créer ce projet, puisque l'appartement, je l'ai transformé, j'ai rajouté une chambre, j'ai rajouté une salle de bain, je l'ai meublé, etc. Et je sais pas, j'ai trouvé ça très intéressant plus que de rénover un appartement de même type, de créer complètement un autre appartement dans un appartement, faire des plans, réfléchir à l'aménagement, etc. Et puis pour une colocation, c'est pas, c'est créer en fait. Pour moi, ça a été plus que louer un appartement à une famille, c'est créer en fait un espace de vie commun pour des personnes qui ne se connaissent pas et qui vont vivre ensemble. Donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc voilà, cette stratégie pour moi, je me suis aperçu qu'elle me convenait et que ça m'attirait, ça me plaisait d'aller sur ce type de location. Mais je me rappelle, là, j'ai des flashs où on regardait des colocs et ah non, mais non, je voulais une maison. Enfin, t'étais longtemps Oui, accroché à ta maison. oui. Oui, parce que je dis ça, j'ai dit que la coloc c'était une stratégie optimale, que j'ai vachement apprécié, etc. Mais avant d'apprécier, j'étais pas serein. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, dans ma tête, c'était facile d'acheter une maison, pas en termes de simplicité d'achat, mais en termes de location. Et après, de me dire, bah, je loue 3 studios. Les studios, je sais très bien la tension qu'il y a. Je sais que ça va être très simple à louer. Les studios, c'est la location de base. On peut louer à un jeune retraité, un jeune actif, un étudiant, et on a beaucoup de panels. Alors que la colocation, c'est vrai que c'est une location particulière parce que ça demande une gestion différente qu'une location classique. Hein, ça demande aussi d'identifier son profil de locataire, de créer son appartement par rapport au profil de locataire qu'on a identifié. Donc ça crée un peu plus de risques et un peu plus d'incertain. Et j'aimais pas trop l'incertain, donc j'ai mis un peu de temps à y aller. Mais aussi, c'est tout l'intérêt d'avoir intégré le club, c'est qu'aujourd'hui, bah, j'ai ma colocation. Et je sais pas si tout seul, j'aurais été jusqu'au bout sur une colocation. Donc, tout l'intérêt aussi a été de me faire prendre du recul, de me faire me poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que tu as peur? Est-ce qu'on peut pas essayer de réduire cette peur? Et puis après, d'y aller, quoi. À un moment, il faut tester. La meilleure réponse, c'est de le faire et de voir. Et c'est comme ça que.
on Et se c'est rend quoi qui compte. t'a fait débloquer? Parce que je sais qu'il y avait eu, en fait, dans le club, il y avait tout un petit groupe qui se lançait dans les colocs. Est-ce que c'est ça qui t'a fait aussi donner envie de rentrer dans les colocs, du fait de voir les succès des autres sur leurs colocs? Ça t'a aidé, ça, ou c'était indépendant? Hum, alors, il y a eu les deux. En fait, au début, ça m'a pas vraiment aidé parce que moi, dans mon secteur, aujourd'hui où j'ai ma colocation, c'est pas un secteur étudiant. Et que dans 90% des cas, les personnes construisaient tous des colocs dans des secteurs étudiants. Et du coup, il n'y avait pas de problème de location, etc. Et moi, une de mes plus grandes peurs, c'était ça. C'était de me dire, mais moi, la problématique, c'est que j'ai pas beaucoup d'étudiants. Est-ce que je vais réussir à trouver des étudiants? Donc, de ce côté-là, ça m'a pas rassuré. Après, ce qui m'a rassuré, c'est de voir comment les personnes gèrent les colocs. Et surtout, moi, ce qui m'a rassuré, c'est de voir comment certaines personnes du club partent d'un projet où finalement, ils trouvent par hasard, ils visitent un appartement pour faire une coloc ou une maison. Et du jour au lendemain, ils se disent, ah bah, c'est bon, j'y vais. Alors que moi, ça fait 2 mois, je me pose la question, je réfléchis et je me dis, il y a des gens, en une nuit, en fait, ils ont trouvé une réponse que moi, ça fait 2 mois que je réfléchis. Donc après, il y a un moment, je me suis dit, bon, bah, arrête de réfléchir autant, peut-être tu réfléchis trop et il faut y aller. Et après, c'est aussi ça, c'est de voir comment certaines personnes euh, ont moins de risques, enfin, ont moins de peur et foncent. Et du coup, de se rendre compte que nous, on en a peut-être trop et de se dire, il y a peut-être un juste milieu où moi, j'ai réfléchi, je me suis posé 1000 questions, je me suis trouvé 1000 réponses. T'avais fait Bon, des à un fausses moment, il faut annonces peut-être. aussi, non, je crois. J'ai fait des fausses annonces, j'ai fait une étude de marché pendant une semaine. Oui. Dans toutes mes visites que j'ai fait, j'ai posé la question aux agents immobiliers, comme quoi, si j'achetais pour ma résidence principale et qu'après je voulais le mettre en colocation, est-ce que la colocation fonctionnait? Beaucoup d'agents immobiliers qui m'ont dit non parce qu'ils voulaient pas vendre un appartement pour potentiellement une une colocation, etc. Et mais en fait, j'ai interrogé beaucoup de gens, j'ai interrogé aussi des personnes que je connais, qui habitaient dans les entourages. Est-ce que toi, tu serais prêt à habiter dans une colocation par ici, etc. En fait, je me suis posé vraiment énormément de questions. J'ai beaucoup étudié, j'ai eu énormément de réponses, pas forcément toutes positives, mais après, en prenant du recul, je me suis dit, bon, bah, 80% de mes réponses, elles sont pas mal, donc je pourrais pas avoir 100%. Si j'attends d'avoir 100%, autant que j'arrête parce que je pense que je les aurai jamais, je dirai jamais. Donc, faut aussi prendre du recul et se dire, ben, après tout ce que j'ai fait, il y a quand même des réponses, donc je pense que Ouais, le reste des réponses, c'est en faisant, quoi. Il faut y aller, quoi. ouais. Et c'est marrant parce que moi, ça me fait penser, tu sais, avec la technique de la fausse annonce, donc pour expliquer vite fait aux gens, c'est que nous, on fournit des photos d'appart, enfin, ou vous en cherchez par vous-même, peu importe, ou de chambres de coloc, vous les mettez sur le Bon Coin ou les sites d'annonces, et vous regardez si jamais il y a beaucoup de gens qui vous contactent, et comme ça, vous vous rendez compte ou pas s'il y a de la demande ou il n'y a pas de la demande. Et en fait, ça, pour moi, c'est le truc le plus fiable du monde, parce que c'est juste le marché, et tu vois, quoi. Évidemment, on est tout gentil. Au bout de 24 heures, on enlève l'annonce et on s'excuse en disant que l'appartement est déjà pris. Et puis voilà, pour pas faire poroter des gens et de leur faire des faux espoirs. Ça, c'est évident. Et en fait, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il y a des fois des gens, ils viennent et ils disent: Ah, du coup, j'ai eu que 10 contacts en 24 heures. C'est peut-être pas tant que ça. Tu penses qu'il y a de la demande quand même, machin. Et puis il y en a d'autres qui vont dire: Ah, bah trop bien, j'ai eu 2 contacts en 24 heures. Du coup, je suis rassurée. Alors que, en fait, tu vois, c'est vraiment dans la tête. Je sais pas comment dire, ça me fait rigoler. Et je crois que tu faisais partie plutôt des gens qui avaient beaucoup de contacts et puis qui étaient quand même pas rassurés. Oui, je faisais partie des premières personnes. En fait, c'est vrai que moi, je me suis comparé quand j'avais fait une fausse annonce pour un studio quand je recherchais une maison. Et c'est vrai qu'en 3 heures, j'avais eu à peu près 100 demandes. Donc Ouais. l'attention était vraiment très, très tendue. Donc après, c'est vrai que quand j'ai fait pour une colocation et que j'ai eu 30 demandes en 2, 3 jours, je me suis dit, mais c'est pas beaucoup. Mais après, c'est vrai que quand on prend du recul par rapport à d'autres personnes dans d'autres secteurs où en 3 jours, ils avaient eu un ou deux contacts, je me suis dit, bah ouais, non, après, il faut aussi remettre dans la réalité des choses. Mais Ok. après, c'est comme tout, en fait, quand on a peur de quelque chose, on essaie d'interpréter toutes les choses de façon négative pour confirmer sa peur. Ouais, exactement. Ouais. C'est le biais de confirmation, je crois, ils appellent ça. Ouais, Comme c'est c'est ouais, exactement ça, ouais. Ouais. Ok, donc
au final, tu t'es donc débloqué par rapport à ça. Tu t'es dit, bah vas-y, on part sur une coloc, au moins c'est rentable, et puis c'est facile, ça t'a amusé. Est-ce que Parce que Cyril m'a dit qu'il t'avait beaucoup bousculé par rapport à la création d'une chambre supplémentaire. Je sais pas si t'as envie d'en parler. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, alors il m'a beaucoup bousculé. Pourquoi? Parce que moi, je suis de nature où quand il y a quelque chose qui va me demander de sortir de ma zone de confort, je prends un peu de temps. J'essaie de ne pas y aller tout de suite. Et il y a des choses qui m'ont fait un peu sortir de ma zone de confort, puisque l'appartement, pour proposer une colocation, moi aujourd'hui j'ai une colocation de 4 personnes. Et au vu de l'environnement et des prix, une colocation de 3 personnes, c'est compliqué d'être rentable. Parce il faut quand même un minimum de loyer pour pouvoir être rentable. Du coup, la problématique a été en fait, le double point de la rentabilité, c'est un, la colocation, mais surtout au-delà de la colocation, c'est de créer de la valeur dans l'appartement. Et en fait, moi, j'ai créé de la valeur en transformant un T4 en T5 avec 2 salles de bain. Mais du coup, cette création de valeur demande beaucoup de réflexion, euh, beaucoup de différents scénarios, etc. Et il faut après réussir à lier sa créativité, son envie avec les possibilités de terrain et le budget de travaux. Et donc, c'est là où c'est un peu plus compliqué. C'est un peu les montagnes russes en termes d'émotion, où on identifie une solution et puis finalement, quand on visite l'appartement, on se rend compte que c'est pas possible. Il faut trouver d'autres choses, etc. Et donc, Cyril m'a beaucoup bousculé là-dessus. C'est sur la création des plans, la faisabilité et aussi au niveau de l'artisan. Trouver des artisans, pouvoir définir son plan et son projet au niveau de l'artisan, essayer de faire rentrer ça dans un budget cohérent, etc. Donc après, c'est un autre métier. Une fois qu'on a passé la recherche, on passe sur un autre métier et c'est tout aussi agréable, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont qui sont pas forcément simples, surtout quand on ne travaille pas dans le bâtiment, quand on ne connaît pas tout ça. Mais c'est aussi tout l'intérêt, du coup, d'avoir été dans le club, c'est d'avoir eu tous les conseils, les avis de Cyril, d'avoir les conseils et les avis des autres membres qui sont déjà passés par là l'année d'avant ou qui sont en plein dedans et qui se confrontent à des problématiques auxquelles nous on se confronte, pour lesquelles ils ont trouvé des solutions ou ils ont contourné les solutions. Et, mais c'est vrai que le deuxième sas de travaux a été pour moi un peu plus fatigant et, un peu moins agréable à vivre. Mais c'est une bonne chose parce que je savais que si je me confrontais pas à mes peurs lors du coaching du mercredi soir, je me les confronterais pas seul. Et du coup, c'est quelque chose c'est sortir de sa zone de confort. En fait, c'est se forcer à sortir de sa zone de confort et pour avancer. Et donc au final, tu as fait 4 chambres, alors qu'au départ, Oui. tu pensais peut-être en faire que 3. C'était déjà peut-être presque OK, et c'est la quatrième chambre qui te fait ton cash flow, quoi. C'est ça. En Tu peux fait, partager un peu les chiffres peut-être pour que les gens ils se rendent compte bah là, oui, combien tu as acheté, la mensualité que tu as, les loyers, à combien ils sont pour qu'on se rende compte? ouais. Alors, en gros, aujourd'hui, donc j'ai acheté un appartement de un peu plus de 80 mètres carrés où il y avait 3 chambres et une salle de bain et un balcon. L'achat était à 160 000 euros après négociation, puisqu'il était à un peu plus de 170 000 euros sur le marché. Après, la possibilité, du coup, c'était d'avoir 3 chambres, d'avoir 3 loyers de chambre. Les loyers sont à peu près aux alentours de entre 500 et 600 euros la location, Ouais, toutes charges comprises. Donc, quand on enlève les charges, on descend à peu près à entre 400 et 450 euros. OK. Donc, du coup, sur 3 chambres, on est à peu près à 1300 euros hors charge, ce qui fait quasiment le loyer moyen quand on le loue à une famille. Un 80 mètres carrés se louait entre 1100 et 1300 euros si l'appartement avait été refait. Donc on était à peu près sur la même chose qu'une famille. Du coup, je me suis dit quel est l'intérêt de prendre des risques pour finalement le louer la même chose qu'une famille et que bah, la colocation va engendrer plus de gestion, plus d'entrée d'état des lieux, plus de sorties, un peu plus de dégradation, etc. Alors qu'une famille,
on le loue, surtout un 80 mètres carrés. Souvent, les familles restent longtemps parce qu'elles déménagent pas. Donc, donc la quatrième chambre était, et qu'avec trois chambres, et avec, même si je le louais en haut du marché, donc on va dire 1 300 € hors charge, j'étais à cash flow négatif, puisque pour cet achat-là, je suis à peu près à 1 100 € de mensualité d'emprunt. Ouais, À cela s'ajoute une taxe foncière de 1 800 € à l'année, ouais, plus les charges, plus après les frais de comptabilité, la contribution foncière, ouais, hein, CFE, toutes les ouais. charges à côté, exactement. Donc du coup, on est à cash flow. J'étais à peu près à trois chambres, on était à peu près à moins 300 €. Donc un effort d'épargne de 300 à 400 € par mois. Donc ça, c'était la réalité du marché. C'est si j'achetais un appartement et que je louais à une famille en normal, on était à peu près à 300-400 € D'effort d'épargne. d'effort d'épargne, exactement. Donc du coup, la solution, c'était de créer la quatrième chambre. Après, moi, ce qui me freinait, c'est que bah, il n'y avait pas il y avait pas une autre pièce de disponible pour créer une chambre. J'étais obligé de créer la chambre dans un endroit où c'était pas une pièce qui était fait pour une chambre. Donc du coup, je déformais un peu l'appartement initial. Et je ne me voyais pas louer quatre chambres avec une seule salle de bain. Pour moi, c'était à minima deux salles de bain pour qu'il y ait à peu près une salle de bain pour deux personnes. Donc, il faut aussi trouver une autre pièce pour créer une autre salle de bain et continuer à déformer l'appartement. Et ma peur, c'était de me dire si je transforme tout l'appartement avec le budget travaux, avec l'effort, et que j'arrive pas à le louer et que je dois le revendre ou le louer à une famille, finalement, bah, je vais pas avoir un effort d'épargne de 400 €, mais je vais avoir un effort d'épargne encore plus parce que j'aurais mis plus d'argent dans les travaux, etc., pour finalement le louer au bel loyer. Mais il y a une chose que je me répète souvent parce que j'ai tendance à assez souvent ne pas me faire confiance à 100%, c'est de me dire il faut faire confiance, c'est trust the process. J'ai défini un plan, j'ai fait des visites. En plus, dans le club, j'ai eu des confirmations, je me suis posé des questions, j'ai fait des fausses annonces. Il y a pas une chose, il n'y a pas une grosse alerte rouge qui m'a dit vas-y pas. Donc je me suis dit bah, fais confiance au process, arrête de te poser des questions parce que tu vas toujours trouver des questions pour te ralentir ou pour finalement peut-être dévier et partir sur autre chose. Donc fais confiance au process, tu fais la quatrième chambre comme tu l'avais dit, tu vas trouver un endroit pour la faire. La deuxième salle de bain, et voilà. Après, j'ai arrêté de me poser des questions. J'ai avancé. Avec Cyril, on a trouvé le meilleur emplacement pour faire une quatrième chambre. On a trouvé l'endroit pour faire une salle de bain. Ça s'est fait très facilement, puisque ce qui est marrant, c'est que je me suis posé, lorsqu'on a fait les plans, il y a de contraintes techniques au niveau des évacuations, au niveau d'avoir une chambre avec une ouverture sur l'extérieur, etc. Mais au-delà de ça, je me suis posé beaucoup de questions en me disant, c'est quand même vachement compliqué de créer une chambre dans un salon, de créer une salle de bain dans un placard. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'on a défini les plans, que j'avais trouvé l'artisan, que j'ai fait venir l'artisan, bah lui, créer une salle de bain dans un placard et une chambre dans un salon, bah, c'est très facile pour lui, hein. Il met du placo, il met des rails, il met du carrelage et je me suis dit, mais en fait, c'est si simple que ça de créer une chambre dans un salon et une salle de bain dans un placard. Et donc c'est là que je me suis dit, mais en fait, je me suis mis tellement de barrières, je me suis tellement dit, mais ça va être dur techniquement de faire ça, ça va être dur techniquement de faire ça. Et en fait, non, pas du tout. Trop bien, trop bien. Et donc, Et c'est intéressant de voir que finalement, on ralentit, en fait, on se ralentit beaucoup sur certaines choses et que la pratique fait que ça nous prouve parfois le contraire. d'après tes calculs, au final, là, tu arrives plutôt à 1 700, combien de loyer par mois grâce à la quatrième chambre? C'est ça. Aujourd'hui, j'ai 2 300 € de loyer par mois, charges comprises. Du coup, après, j'enlève toutes les charges puisque moi, ma colocation, je propose des chambres tout compris, c'est-à-dire dans le loyer, charges comprises, et compris le chauffage, l'électricité, l'eau, le forfait Internet, le ménage. Enfin, voilà, c'est vraiment tout Tout, compris quoi. comme à l'hôtel, Ok. exactement. Et donc, ça me revient à peu près. Alors, j'ai pas les chiffres précis puisque j'attends de voir la consommation électrique, etc., pour bien préciser un peu ça, mais je pense qu'on est à peu près aux alentours de 1 600-1 700 € par mois hors charge Ok. de loyer. Ce Donc qui en fait, fait c'est quand même aujourd'hui, un immeuble avec beaucoup de charges de copro, quoi, avec mes calculs. oui,
Ouais, ouais, t'as quand même des Alors, grosses charges. alors en fait, ouais, ça c'était quelque chose au début qui me faisait peur parce que c'est un immeuble où il y a des grosses charges. On est à peu près à 500 à 600 euros par trimestre. Donc on est entre 200 et 250 euros de charges par mois. L'avantage, du coup, dans ces charges sont compris l'eau et le chauffage. Et donc, c'est un coût qui est assez élevé. On va dire, c'est un coût fixe puisqu'on ne gère pas cette charge-là. Mais à contrario, s'il y a une forte consommation de chauffage, j'ai pas forcément de dépassement de charge non plus. Donc l'un dans l'autre. Après, c'est un calcul à faire, mais dans tous les cas, ces charges-là, il faut les prendre. Donc j'ai des charges assez élevées de copropriété, ce qui fait qu'il y a une forte différence entre la totalité des loyers hors charge et la totalité des loyers avec charge. Mais aujourd'hui, après tous ces calculs-là, normalement, je pense, donc là, ça fait que quelques mois qu'elle est en location, mais qu'on est à peu près entre 150 et 200 euros de cash flow positif. Ok, très très bien. Très très bien. De toute façon, il faut faire la moyenne sur l'année parce que, il y a forcément le mois où il y a la taxe foncière où on est à cash flow négatif. Donc, mais Ça. ça, c'est en prenant en fait une sorte de moyenne totale que tu t'es dit ça va faire 100-200 euros de cash flow par mois. C'est ça. C'est vraiment en prenant une moyenne totale. Donc, j'ai pris toutes les dépenses annuelles Ok. divisées par 12. J'ai pris aussi, j'ai calculé un peu les variations de consommation entre hiver, été, et en prenant tout, c'est-à-dire forfait Internet, le ménage, etc. Et donc, je pense que, après, il y a deux petites charges, trois petites charges comme la CFE où j'ai pas trop de, j'attends de voir le montant de la CFE parce que je l'ai pas encore eu, etc. Mais normalement, on serait aux alentours de, je pense en moyenne à 200 euros de cash flow mensuel. Oh, top. Donc, ton objectif, il est atteint. Et Complètement. question, parce que je sais pas, je pose la question comme ça m'intrigue. Est-ce que tu penses que tu as loué assez cher là tes chambres ou est-ce que tu étais en mode prudent parce que tu avais peur de pas trouver des locataires? Euh, alors, j'étais pas en mode prudent, Ok. mais j'ai peut-être pas loué assez cher. Je Ok, sais pas. je pose la question comme ça. Euh, ouais, parce qu'en fait, au secteur, il y a très peu de colocs, donc c'était très très dur de vraiment définir un montant. En fait, les seules colocations qu'il y avait dans le secteur, c'est souvent des grandes maisons. Donc, c'est des maisons qui font 150 mètres carrés ou 200 mètres carrés. Ils sont six colocations, six colocataires. Ils ont un grand jardin, etc. Donc, vraiment un bien qui n'a rien à voir du mien. Du coup, c'est assez difficile de bien identifier le loyer. Après, euh, j'ai mis un loyer quand même assez raisonnable, assez élevé pour le marché, mais assez raisonnable pour les prestations qu'il y a, puisque tout est refait à neuf. J'ai refait tout l'appartement à neuf, il y a toutes les charges qui sont comprises. Donc, je pense que j'ai pas été en bas du marché, on est dans le milieu du marché. Après, là où je peux te répondre que j'ai peut-être pas loué aussi cher que j'aurais pu, c'est que quand j'ai mis en location, la question du prix du loyer, c'est pas du tout posé. C'est-à-dire que Ouais, ouais. tous mes candidats, quand je leur ai demandé pourquoi ils voulaient venir dans une colocation, etc., il y avait deux réponses. C'est un, bah, je viens d'arriver dans le secteur, je connais personne et j'aimerais bien rencontrer des gens et donc vivre avec des gens. Et deux, bah, parce que le loyer est quand même vachement avantageux par rapport au secteur et que du coup, ça me permettra bah, soit d'acheter dans un an ou 2 ans et du coup, je mets de côté, etc. Donc, voilà, ça m'a Ok. donné un peu une réponse comme quoi peut-être qu'il y avait encore de l'espace, quoi, de la Ouais. marge. Ouais, je pense qu'il y a de la marge hein, parce que nous à Metz on loue plus cher que ça et je pense que c'est moins prisé que chez toi. Oui, ouais, je pense qu'il y a de la marge, oui. Mais c'est pas grave. De toute façon, l'important c'est que tu sois cash flow positif et puis que peut-être par la suite tu vas renchaîner. Non? Comment tu vois les choses là maintenant? Peut-être. Comment là Alors, t'as fini tes mises en location quand? C'est quand que t'as tout loué? j'ai tout loué fin mars, Et donc le dernier week-end de mars. et les profils c'est quoi alors? C'est des comment on appelle ça? Des jeunes actifs qui voilà qui arrivent dans le secteur, qui connaissent personne. T'as bien trouvé? T'as eu un bon feeling avec tes locataires? Comment t'as vécu ça? Oui. Alors, j'avais deux profils principaux. J'avais des jeunes actifs donc, qui étaient soit en sortie d'école, soit en CDD et qui venaient trouver un CDI dans le sud. Du coup, ils venaient d'aménager, ils venaient de partout en France et ils arrivaient dans le sud. Ils venaient signer leur CDI soit le jour de disponibilité de la colocation, soit juste avant ou juste après.
Et j'avais d'autres personnes qui habitaient déjà dans le sud et qui étaient en changement de situation, donc soit une séparation. Et du coup, en attendant, ils préféraient louer une colocation où tout était meublé, où il y avait déjà toutes les prestations, avant de réfléchir de quoi faire. Donc moi j'ai choisi le premier profil, puisque l'intérêt a été que quand j'ai trouvé des personnes qui venaient, des jeunes embauchés qui venaient s'installer sur la région, après je voulais garder aussi une certaine proximité en termes d'âge au niveau de la colocation pour qu'il y ait une bonne entente, que ce soit des profils à peu près similaires. Donc on est sur quatre personnes de profils quasiment similaires, d'âge entre 20 et 25 ans. Et, euh, et du coup, comment j'ai vécu ça? C'était très agréable. C'est très très agréable de passer de l'autre côté, de proposer quelque chose, d'accueillir des candidats, de lire les dossiers, de choisir, de dire bah lui son dossier est pas forcément mieux, mais par contre au téléphone j'ai eu un super bon feeling, je le trouve très sympa, très agréable. Et du coup j'ai beaucoup choisi par feeling parce que moi au niveau des dossiers c'était quasiment que des personnes qui n'avaient pas de CDI puisqu'ils venaient soit de les signer, soit ils étaient en période d'essai. Donc moi j'ai choisi aussi au feeling, surtout comment on avait échangé, sachant que sur les personnes, il n'y a quasiment aucune personne que j'ai vue, puisqu'ils n'habitaient pas dans la région, et qui venaient aménager dans la région le jour où ils avaient trouvé l'appartement ou la colocation et qui venaient emménager. Donc on a juste échangé par téléphone. Et du coup, voilà, moi, mes profils, c'est que des jeunes embauchés en CDI, sur lesquels on a échangé par téléphone. Je leur ai transmis une visite virtuelle de la colocation. Donc j'ai fait une vidéo de la colocation, je leur ai envoyé. Et ils ont choisi enfin, ils ont validé sur vidéo. Et on s'est rencontrés le jour où on a fait l'état des lieux. Donc ça s'est passé assez vite. Pour donner un petit peu un ordre d'idée de timing, j'ai mis l'annonce une semaine et demie. Donc la première fois, je l'ai mis un samedi. J'ai eu aucune demande jusqu'au lundi. Du coup, le week-end, j'étais pas bien. Je me suis dit, bon, ça fait déjà 2 jours. Il y a personne qui demande qu'est-ce qui se passe. Et après, le lundi, du lundi au mercredi, j'ai eu plein de demandes. Donc, je me suis dit peut-être que les gens étaient en week-end, ils cherchaient peut-être pas un appartement. Et du coup, j'ai eu beaucoup de demandes. À peu près en une semaine et demie, j'ai eu une vingtaine de candidats sérieux et potentiels. Donc, j'ai eu le choix sur 20 candidats. J'ai choisi assez rapidement et les premiers ont emménagé 3 semaines après. Donc, on a signé tous les papiers à la suite. Et ils sont venus aménager au moment où ils signaient leur CDI. Ils signaient à peu près tous leur CDI le même jour. Du coup, ils sont tous arrivés le même jour. Et donc, j'ai loué toute la colocation le dernier week-end de mars. Fin mars, tout a été loué, alors que les travaux avaient été finis 1er mars à peu près. Je me suis laissé 2 semaines le temps d'aménager, parce que ça prend beaucoup de temps à aménager une colocation en termes de meubles. Ouais. Et après, j'ai assez vite enchaîné. Parce que il y avait une chose, c'est que j'avais un peu peur. C'est qu'après avoir passé autant de temps et autant d'efforts dans l'appartement, de le meubler, de le décorer à mon goût, d'avoir un peu peur de le lâcher. J'ai senti qu'il y avait, moi j'ai passé toutes mes recherches à avoir aucune attache émotionnelle parce que je me suis dit c'est un investissement locatif, faut pas que je me laisse avoir par les émotions. Mais au bout d'un moment, les émotions finissent par s'attacher et je commençais à me dire, c'est vrai que l'appartement il est quand même bien, je vais le donner à quelqu'un, c'est pas évident, donc je me suis dit, loue-le rapidement parce que plus le temps passe et plus ça va être dur à De louer. s'en séparer. Exactement. Et la première fois que j'ai donné ma clé au premier colocataire, c'était très bizarre. C'était pas évident. Mais après, c'est agréable. Après, il y a aussi un soulagement parce que du moment où j'ai donné la clé, je me suis dit, bah, du coup, c'est lui qui habite dedans, c'est lui qui le gère et en fait, je vais passer à autre chose. Et donc, j'ai fini de le louer fin mars. Je me suis laissé un mois le temps je me suis laissé le mois d'avril pour déjà me reposer un peu Mm. de toutes ces recherches et surtout de réfléchir à si je repartais sur un autre projet. Et j'avais besoin pour avoir cette réponse-là de voir si ça fonctionnait bien. Parce que j'ai toujours un doute. Je me suis dit, peut-être ça va pas marcher, peut-être que dans 2 semaines ils vont tous partir, peut-être qu'il va y avoir plein de problèmes, peut-être que ça va être compliqué. Enfin, un Bah peu tous ouais. les scénarios pessimistes qu'on peut se faire. Bah, il faut Et je laisser le passais temps au cerveau de s'habituer à toucher des loyers tous les mois, à voir son compte en banque qui se rend flou et on se dit, ah ouais, en fait ça marche, mais il y a besoin de exactement. quelques mois pour, pour que le cerveau il atterrisse. Ouais, ouais.
pour accepter, pour se dire, bah voilà, c'est fais confiance au process, le process il fonctionne, il n'y a pas de raison qu'il fonctionne pas. Et du coup, au bout d'un mois, un mois et demi, j'ai vu que ça fonctionnait bien. Et je me suis dit que j'allais repartir sur un autre projet similaire. Et donc là, le timing tombe plutôt bien, puisque là, ça fait quelques jours que j'ai commencé à relancer les agents immobiliers. J'ai refait ma fiche de recherche. J'ai Et tu commencé à repars sur un remettre mon annonce deuxième. sur le bon Bah ouais. coin et je vais repartir sur un deuxième, Et là, l'idée, c'est que tu effectivement. capitalises maintenant sur ta connaissance et tu refais le même type de projet, non? Tu dupliques. Exactement, exactement le même type de projet, puisque je sais pas si je serais reparti si je devais rechanger de projet et recommencer tous les efforts que j'ai fait de ce projet-là. Bah Et ouais. donc je me suis dit, bah c'est dommage en fait. Faut capitaliser. C'est ça, le projet fonctionne. J'ai appris beaucoup de choses. T'as J'étais l'artisan. en plus dans un club où on m'a aidé. J'ai des artisans, donc autant je vais gagner du temps. Je vais pas avoir besoin de rechercher des artisans. Les secteurs, je les connais. Les notaires, je les connais. Les agents, je les ai déjà rencontrés. Donc Et maintenant, maintenant, tu il vas être faut plus confiant dupliquer. pour faire tes découpages. Quand tu visiteras les appartements, tu les visiteras peut-être pas pareil encore maintenant que tu as cette expérience. Peut-être que tu tenteras des loyers un peu plus élevés quand tu le mettras en location pour tes chambres en te disant cette fois, je vais tenter le 400-500 de cash flow, pourquoi pas. Trop bien. Ah oui, toujours un peu plus. Bah ouais, c'est génial. Je suis trop contente. Trop contente. Mm. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens là qui nous écoutent, qui se tâtent, enfin, par rapport à ta difficulté sur ton secteur, enfin. Je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui écoute le podcast quand tu te revois il y a un an et demi en mode oh là là, qu'est-ce que je fais? Enfin, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Alors en fait, par rapport au secteur, pour les gens qui sont dans le secteur ou qui sont dans d'autres secteurs, on se dit toujours finalement, mon secteur est compliqué, donc les autres ils y arrivent, mais c'est normal, puisqu'ils sont dans un endroit où c'est plus facile de trouver, où c'est moins cher, etc. Oui, mais parce qu'on regarde cela, mais on regarde pas les autres où c'est encore plus dur que nous, où c'est encore plus cher et qui y arrivent aussi. Donc finalement, on a tous des contraintes, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les secteurs. Donc, il faut pas se baser sur la difficulté, puisque peut-être qu'il y a des difficultés sur certains points, mais il faut pas forcément aller dans la difficulté, mais trouver ce que le secteur apporte comme avantage et aller sur l'avantage. Et c'est important en amont de bien définir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, qui on est. Moi, je sais que je voulais pas, je voulais dormir sereinement, investir en immobilier, mais dormir sereinement. Donc, je savais qu'il y avait des risques que je n'étais pas prêt à prendre parce que j'allais mal les vivre tous les jours si ça marchait pas ou s'il allait avoir des hauts et des bas. Donc, faut bien définir qu'est-ce qu'on veut pas. Et après, surtout, il faut y aller. En fait, il faut avancer parce que c'est un peu ce qu'on a dit tout le long du podcast, c'est qu'il y a des biais de confirmation, il y a des choses où, quand on a des doutes, on focalise dessus et on voit pas les chemins à côté. Donc, en fait, il faut y aller et le terrain fait que, finalement, il y a des chemins qui vont se fermer, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir et ça va confirmer aussi, le process qu'on est en train de construire et donc, il faut un temps de préparation au départ. Mais c'est comme regarder les annonces sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites. C'est que, à un moment, il faut aller visiter sur le terrain. Et on se rend compte que ce qu'on a vu avant, c'est quand même assez biaisé et que c'est pas forcément la réalité. Donc, il faut se confronter à la réalité pour reconstruire son projet, quitte à revenir un peu sur ses choix, mais il faut passer à l'action. Je pense que c'est la chose que j'aurais le plus appris, c'est se confronter à la réalité pour avancer. Pour le coup, Et ta vision long terme là, parce que ça m'intéresse. Tu te dis quoi? J'achète une coloc par an pendant 10 ans, comme ça t'en as 10 ou enfin comment tu vois enfin ton petit parcours, enfin ton parcours d'investisseur sur plusieurs années, t'as déjà un petit peu réfléchi ou comment tu vois les choses? alors moi, j'aimerais bien acheter plusieurs colocations. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose qui me convient et qui me satisfait. Et donc j'aimerais, comme on l'a dit tout à l'heure, dupliquer en économisant tous les efforts, les connaissances que j'ai déjà acquis, donc dupliquer sur le même projet, avoir plusieurs colocations. Et après, j'aimerais aussi me diversifier un peu. Et il y a quelque chose que j'aimerais faire depuis longtemps, c'est d'acheter des appartements pour les transformer. Notamment, j'aimerais bien acheter des studios pour les transformer en T2. C'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, le fait de trouver un grand studio, de le transformer en T2, d'y apporter une valeur, de modifier un peu sa structure et créer un autre environnement de vie, c'est quelque chose qui me plaît.
Je me suis aperçu que dessiner des plans, définir des décos, etc., c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc j'aimerais bien me lancer un peu sur la transformation, soit acheter des studios, soit acheter des maisons et les diviser pour faire des plans. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais bien faire, c'est dans un premier temps continuer à dupliquer et capitaliser sur ce que je suis aujourd'hui. Et après, quand j'en aurai marre, donc je sais pas au bout de combien de colloques, peut-être partir sur d'autres projets un peu différents pour découvrir autre chose, pour apprendre de nouvelles compétences, pour ressortir de sa zone de confort et revivre des émotions plus ou moins hautes et basses, les montagnes russes. Et d'ailleurs, je me demandais, Voilà. parce que Cyril, il m'avait parlé justement de ton financement bancaire, et il m'avait dit au départ que tu pensais mettre 15 000 € d'apport dans ton projet, et que en fait, au final, c'est pas du tout ce que t'as mis. Non, non, bah moi j'étais discipliné, hein, comme dans ce que j'ai entendu dans les podcasts, c'est-à-dire c'est à peu près 10% d'apport, donc en moyenne c'est les frais de notaire, les frais de dossier et les frais de caution. Donc pour moi ça faisait 17 000 euros. Donc je me suis dit s'il faut à peu près que je mette 17 000 euros, quand je vais voir les banques, je vais leur proposer de mettre 15 000, comme ça je gagne quelques milliers d'euros. Donc il y a des banques qui m'ont dit 15 000, c'est à peine. Est-ce que vous êtes prêt à mettre plus? Donc, je leur ai dit non. Enfin, j'aimerais bien essayer de mettre ça le maximum. Et au final, il s'est avéré que j'ai mis 2% d'apport. Donc, ce qui veut dire j'ai mis les frais de dossier et même pas les frais de caution en intégralité. Euh, donc, je sais pas trop comment j'ai réussi à faire ça. Mais au final, il faut, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, faire confiance au process. Quand je suis arrivé au banquier avec un dossier solide, je lui ai raconté mon histoire, il a adhéré à mon histoire, j'ai échangé. Alors, j'ai fait beaucoup de rendez-vous bancaires. J'ai fait à peu près au moins une dizaine ou une quinzaine de rendez-vous bancaires. Mais sur les 15, j'ai eu beaucoup de banquiers qui ont accroché à l'histoire, qui ont compris là où je voulais aller, ce que je voulais proposer. Et, euh, et il y a eu des propositions différentes. Et après, en faisant jouer un petit peu la concurrence. Et je pense que moi, un des points aussi qui m'a permis de mettre le moins d'apport, c'est que j'ai pas joué sur le taux. On m'a proposé un taux qui était au taux du marché. J'ai pas essayé de le négocier. Et j'ai préféré jouer sur quelques clauses ou l'apport et laisser le taux comme il était, puisque bon, c'est pas, je voulais pas me battre pour 0,10 en pourcentage, mais du coup, après, c'est aussi ça, c'est que le banquier, il a vu que je venais quelque chose de solide, que j'étais pas chiant et que c'était gagnant-gagnant. Donc, il a fait un effort côté apport. Et moi, j'ai fait un effort côté taux et on est Non, mais c'est ressortis tous super. les deux gagnants, quoi. Bah parce qu'en fait, pour enchaîner les investissements, c'est l'apport qu'il faut garder pour la suite. Alors que si tu avais tes 15 000 Oui, en moins, bah en fait, tu as moins d'atouts dans ton sac pour ta prochaine coloc. Parce qu'en fait, oui, tu vas vite t'essouffler si tu mets 15 000 à chaque fois, quoi. Alors que là, du coup, bah, ouais. trop bien. Trop, trop bien. Et c'est tout bénef parce que c'est vrai que moi, au début, je l'avais pas vu comme ça, mais au moment où j'ai acheté et que j'ai vu que j'avais mis que 3 000 euros d'apport, je me suis dit, mais je sais que la prochaine, si j'ai un peu plus de difficultés, j'ai déjà ça de côté que je vais pouvoir mettre. Et après, la Exactement. deuxième chose aussi, c'est le banquier. En fait, quand on raconte une histoire au banquier, quand on le rencontre, on crée aussi une relation. Et moi, quand j'ai raconté mon histoire, j'ai dit au banquier que je comptais acheter d'autres appartements pour faire de l'investissement, louer, etc. Et donc, il y a ça aussi, c'est que si le banquier en face, il a quelqu'un qui pinaille, qui est ultra chiant, qui veut tout négocier, bah, c'est pas forcément créer une bonne relation de confiance. Et moi, j'ai préféré lui donner ce qu'il voulait, lui il m'a donné ce que je voulais. Et comme ça, je sais que si, bah là, c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé mes recherches. J'ai recontacté mon banquier en lui disant, bah, je veux refaire la même chose. Quand est-ce qu'on se refait un rendez-vous pour qu'on en discute ensemble? Et c'est ça aussi, c'est créer une relation sur le long terme. Si on veut faire d'autres projets, c'est un partenaire et il faut qu'il nous aide plus que qu'on soit concurrent. Donc, c'est important, je trouve. Bah super, trop bien, trop bien. Et puis ça fait du bien, je pense, aux gens d'entendre parce que, tu sais, il y a toujours des haters et des gens qui disent non, mais c'est pas possible de faire du sans apport aujourd'hui, nanana. Tu vois, bah là, t'es la preuve vivante que fin Ouais. 2024, t'as réussi, quoi, avec très très Oui, peu et en d'apport. plus, j'étais au moment où les taux étaient assez élevés et ils n'avaient pas encore forcément ouvert beaucoup au crédit bancaire. Ouais. Et que je me suis pas battu pour, j'ai pas essayé de faire d'acte en main, etc. Donc, pour le coup,
tout est, euh, tout est Ouais. possible. Mais ça, je pense aussi, ce qui aide, c'est que c'est vrai que dans le SAS 2 de notre club, en fait, tu vois tous les autres obtenir des financements hyper intéressants. Et en fait, tu te dis, tu t'arrêtes pas au premier banquier qui te dit, bah non, monsieur, ce sera forcément 17 000 € d'apport terminé, tu vois, parce que tu vois les autres qui obtiennent des super prêts et tu te dis, bah attends, moi aussi. Donc, Et trop bien. ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que quand on est face au banquier ou quand on construit sa demande pour aller à son dossier bancaire, on n'a pas forcément de moyens de comparaison. Quand c'est son premier achat, c'est pas forcément évident. Et même quand c'est d'autres achats, puisque le moment est différent, la conjoncture, etc. Et donc le fait d'être en partenariat avec d'autres personnes du club et de voir qu'est-ce qu'ils arrivent à obtenir ou là où ils arrivent, ils ont un plafond de verre et qu'ils peuvent pas aller plus loin, ça nous permet un peu de jauger. Et on sait aussi sur certaines banques, je sais qu'il y a des personnes qui avaient obtenu des prêts, qui avaient des ventes privées sur certaines banques. Et moi, quand j'étais voir les banquiers, je leur ai parlé des ventes privées. Ils m'ont demandé, mais comment vous savez qu'on a des ventes privées? Parce qu'en fait, ça, ils ne le communiquaient pas, mais c'était un bonus que le banquier il donnait si la personne avait un super bon dossier. Du coup, c'était un peu sa carte de joker. Ouais, Et du coup, bah, le fait de le savoir avant, ça te met une longueur d'avance. Et c'est vachement intéressant aussi de se communiquer les bons plans. Enfin, trop bien. c'est Trop, toute la trop bien. richesse de travailler en collectif, quoi. Trop bien. Bah, je suis trop, trop contente, franchement, de t'avoir eu sur le podcast. En plus, maintenant, tu as décidé de me tenir un petit peu au courant de tes avancées dans le sud de la France. Donc, s'il y a des personnes qui écoutent le podcast et qui sont dans le sud de la France et qui se disent, ah tiens, j'ai envie de continuer à suivre le parcours de Benoît, où est-ce qu'ils peuvent te voir et te contacter? T'as un compte Instagram, c'est ça? Enfin, tu peux en parler 5 minutes si tu veux. Oui, exactement. Bah, j'ai un compte Instagram que je vais alimenter de plus en plus sur mes prochains achats, puisque je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai été confronté au premier. Et je trouve intéressant de partager que les personnes qui se sont lancées qui rencontrent les mêmes choses que moi se reconnaîtront. Ceux qui ne se sont pas lancés, bah, peut-être du coup éviteront de rencontrer les mêmes choses que moi et pourront dévier. Du coup, je vais renseigner ça sur mon compte Instagram. Et on pourra suivre mon second achat et tous mes autres projets immobiliers que je vais faire dessus. Parfait, bah, je vais mettre les liens dans la description. Du coup, tu me les enverras. On met les liens dans la description. Donc, vous pouvez aller voir si vous voulez aller suivre ce que fait Benoît, qui est sur le secteur du sud de la France. Voilà, voilà. Bah, merci mille fois, Benoît. Je suis trop, trop contente et je suis trop fière de ton parcours parce que je me rappelle encore les débuts où on a bien galéré et on a réussi à tout surmonter. Et en tout cas, c'est toi qui as fait tout le boulot, mais nous, on était là à t'aider et on voyait que tu galérais. Donc bravo, trop bien. Merci à toi. Bah, merci. Et je voulais aussi bah, du coup, vous remercier toutes les personnes du club, mais en particulier toi, Cyril et Dorine, pour m'avoir accompagné, pour m'avoir poussé, pour m'avoir sorti de ma zone de confort. Et que bah, peut-être, comme tu as dit, j'ai fait tout le boulot, mais en fait, il y a des choses qui font que des fois, il faut des éléments déclencheurs, il faut des confirmations. C'est peut-être pas grand-chose, mais en fait, ça permet de faire des belles choses après. Et moi, ce que je suis arrivé dans le club, c'était pour ça. En fait, j'avais besoin qu'on me confirme mes choix et qu'on me dise, bah oui, ce que là où tu vas, moi, je trouve que c'est bien. En fait, j'avais juste besoin de choses comme ça et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de passer à l'action. Je sais pas si aujourd'hui j'aurais été propriétaire si j'étais pas venu dans le club, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je le suis. Donc, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Benoît. Ça me touche. Merci beaucoup. Salut, salut.